Imaginez deux requins dans le même aquarium, deux prédateurs, avec le même instinct, la même faim, le même besoin de dominer. C'est exactement ce qui se passe lorsque deux narcissiques se rencontrent. Et ce qui se produit ensuite est aussi fascinant qu'effrayant. Carl Jung l'a étudié pendant des années. Il a appelé cela la collision d'ombres. Et ce qu'il a découvert changera complètement la façon dont vous percevez ces personnes. Parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, les narcissiques ne s'attaquent pas seulement aux personnes empathiques, ils se rencontrent aussi entre eux, au travail, dans la famille, dans les relations amoureuses. Et quand deux égos surdimensionnés entrent en collision, cela déclenche quelque chose que très peu comprennent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 résultats possibles lorsque deux narcissiques se croisent. Vous allez comprendre pourquoi. Parfois, ils s'adorent, et d'autres fois, ils se détruisent, et vous allez apprendre quoi faire si vous êtes pris au piège, au milieu de leur guerre. Avant de continuer, si vous appréciez le contenu qui révèle des vérités inconfortables sur la psychologie humaine, pensez à vous abonner. Cette chaîne existe pour vous montrer ce que les autres n'osent pas dire. Et si vous êtes déjà abonné, activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Jung enseignait que tout narcissique vit derrière un masque. Il l'appelait la persona. C'est l'image parfaite qu'il projette au monde. Le charmeur, celui qui réussit, le spécial, celui qui ne se trompe jamais. Mais derrière ce masque, il existe quelque chose que le narcissique ne peut ni voir, ni accepter, son ombre, tout ce qu'il rejette de lui-même, son insécurité, sa fragilité, sa peur de n'être personne. Quand deux narcissiques se rencontrent, ce qui se passe réellement est un choc entre deux personas et deux ombres, et ce choc peut prendre 3 formes très différentes. Le premier résultat possible est ce que Jung appelait l'alliance de personas. Cela se produit lorsque les deux narcissiques décident que l'autre est suffisamment spécial pour refléter leur propre grandeur. Ils se regardent et se voient reflétés. Les deux sont extraordinaires. Les deux sont au-dessus des autres. Les deux méritent l'admiration du monde. Cette alliance peut ressembler à un amour intense au début. Deux personnes qui s'adorent mutuellement, qui se complimentent constamment, qui construisent un monde où les deux sont les protagonistes. Mais voici le problème. Aucun des deux ne peut donner d'amour réel, parce qu'aucun n'a un moi véritable, à partir duquel aimer. Ils n'ont que des personas, et deux personas qui s'adorent mutuellement. Ce n'est pas de l'amour, c'est un accord d'approvisionnement mutuel. Je te donne de l'admiration, tu me donnes de l'admiration, tant que nous remplissons tous les deux notre part. Cela fonctionne. Mais au moment où l'un cesse d'admirer suffisamment l'autre, l'accord se brise, et alors vient la destruction. Jung a observé que ces alliances de personas sont extrêmement fragiles. Elles peuvent durer des années, tant que les deux maintiennent l'illusion. Mais dès que l'un perçoit que l'autre ne le voit plus comme spécial, tout explose, et l'explosion est brutale, parce que le narcissique blessé ne se sent pas seulement rejeté. Il a l'impression d'avoir été trompé, que l'autre a toujours été inférieur, qu'il a perdu un temps précieux avec quelqu'un qui ne le méritait pas. Le deuxième résultat possible est ce que Jung appelait la guerre d'ombre. Cela se produit lorsque les deux narcissiques perçoivent immédiatement l'autre comme une menace. Il n'y a pas de fascination initiale, seulement de l'hostilité, seulement de la compétition, seulement le désir de détruire. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le narcissique ne supporte pas qu'il existe quelqu'un d'aussi spécial que lui. Son identité dépend du fait d'être unique, d'être le plus intelligent, le plus attirant, le plus prospère de la pièce. Quand un autre narcissique entre, cette unicité est menacée, et le narcissique réagit avec une rage instantanée. Jung expliquait que lorsque deux ombres s'affrontent, ce que nous voyons est une projection mutuelle. Chaque narcissique voit chez l'autre tout ce qu'il déteste chez lui-même, mais qu'il ne peut pas admettre.
Le narcissique regarde l'autre et pense « il est arrogant, manipulateur, faux », sans se rendre compte. Il décrit exactement ce qu'il est lui-même. Cette guerre d'ombre peut être ouverte ou déguisée. Dans la guerre ouverte, les deux narcissiques attaquent directement. Insultes, décrédibilisation publique, sabotage évident, chacun essayant de prouver que l'autre est inférieur. Dans la guerre déguisée, les attaques sont subtiles. Commentaires passifs, agressifs, rumeurs, triangulation. Chacun essayant de détruire la réputation de l'autre, sans paraître l'agresseur. Et voici quelque chose de crucial que Jung a documenté. Dans une guerre entre deux narcissiques, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que deux personnes qui se détruisent mutuellement, tandis que tous ceux qui les entourent subissent les conséquences. Le troisième résultat possible est le plus rare, mais aussi le plus dangereux. Jung l'appelait la hiérarchie des prédateurs. Cela se produit lorsqu'un narcissique est clairement plus fort que l'autre. Il peut être plus intelligent, plus charmeur, plus puissant socialement, et le narcissique plus faible, au lieu de se battre, se soumet. Mais attention, cette soumission n'est pas réelle, elle est stratégique. Le narcissique plus faible feint l'admiration, feint d'être le disciple loyal, feint d'être d'accord avec tout, mais intérieurement, il attend son heure, observant les faiblesses, planifiant comment, finalement, renverser le narcissique le plus fort. Jung avertissait que cette dynamique est particulièrement destructrice parce qu'elle peut durer longtemps. Le narcissique dominant apprécie d'avoir un admirateur qui semble totalement loyal, et il ne voit pas que cet admirateur est en réalité un autre prédateur qui attend d'attaquer lorsque finalement le narcissique soumis décide d'agir. L'attaque est dévastatrice. Parce qu'il connaît toutes les faiblesses, tous les secrets, tous les points vulnérables. Mais calmez-vous, parce que voici maintenant la partie qui va le plus vous intéresser. Que se passe-t-il quand ces personnes finissent dans une relation amoureuse? Quand deux narcissiques entament une relation, ce à quoi nous assistons est l'une des dynamiques les plus toxiques qui existent. Au début, cela ressemble à un amour épique, passion intense, connexion magnétique. Deux personnes qui se comprennent, comme personne d'autre ne les a comprises. Mais ce qui se passe réellement, c'est que les deux reçoivent un approvisionnement narcissique de l'autre. Admiration, attention, validation. Et dans les premiers mois, les deux sont prêts à donner, parce qu'ils le reçoivent aussi. Le problème commence, quand l'un des deux commence à exiger plus qu'il ne donne, et cela se produit toujours. Parce que le narcissique a un puits sans fond de besoin, ce n'est jamais assez, et quand il commence à sentir que l'autre ne donne pas assez, il commence à punir. Mais l'autre narcissique n'est pas une victime ordinaire. Il ne va pas supporter la punition en silence. Il va contre-attaquer, et alors commence ce que Jung appelait le cycle de destruction mutuelle. Il attaque, elle contre-attaque, il monte d'un cran, elle monte encore plus haut. Chacun essayant de blesser plus profondément que l'autre. Chacun essayant de prouver que l'autre est le méchant de l'histoire. Ce cycle peut durer des mois ou des années, et c'est incroyablement destructeur, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les entourent. Des enfants piégés au milieu, des familles divisées, des amis forcés de prendre parti, des collègues de travail, entraînés dans le drama. Carl Jung a écrit qu'une guerre entre narcissiques est comme un incendie de forêt. Elle ne détruit pas seulement ceux qui se battent, elle détruit tout autour. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus perturbant que vous devez savoir. Parfois, deux narcissiques ne se battent pas, ni ne s'allient. Parfois, ils trouvent quelque chose de pire. Ils trouvent une victime commune. Carl Jung appelait ça la triangulation narcissique. Et c'est l'une des dynamiques les plus cruelles qui existent. Ça fonctionne comme ça. Et deux narcissiques qui, normalement, seraient en compétition, trouvent soudainement quelqu'un de plus faible
quelqu'un d'empathique, quelqu'un de vulnérable, et au lieu de s'attaquer mutuellement, ils unissent leurs forces pour détruire cette personne. Pourquoi ça arrive? Parce qu'attaquer une victime commune leur donne un approvisionnement narcissique à tous les deux. Les deux peuvent se sentir supérieurs. Les deux peuvent exercer du pouvoir. Les deux peuvent alimenter leur ego aux dépens de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est comme deux prédateurs qui, au lieu de se battre pour la même proie, décident de la chasser ensemble et ensuite de la diviser. Si vous avez déjà été victime de harcèlement par un groupe, vous avez probablement vécu quelque chose de similaire. Deux ou plus personnes toxiques qui se sont alliées temporairement pour vous rendre la vie impossible. Carl Jung avertissait que cette dynamique est particulièrement commune dans les familles dysfonctionnelles. Deux parents narcissiques qui attaquent un enfant, deux frères et sœurs narcissiques qui attaquent le troisième, deux beaux-frères narcissiques qui s'unissent contre l'épouse, et la victime reste complètement seule, sans alliés, sans défense, sans échappatoire. Mais voici quelque chose d'important que vous devez savoir. Ces alliances de prédateurs sont toujours temporaires. Dès que la victime commune disparaît, que ce soit parce qu'elle s'en va, parce qu'elle se défend, ou parce qu'elle ne peut plus donner d'approvisionnement, les narcissiques se regardent à nouveau. Et alors, la guerre qu'ils avaient suspendue reprend de plus belle. Carl Jung a documenté des cas où deux narcissiques ont complètement détruit leur victime commune. Et ensuite, sans personne d'autre à attaquer, ils se sont détruits mutuellement, un cycle de dévastation complet. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement une question très importante. Que faire si je suis pris au piège entre deux narcissiques? C'est une situation extrêmement dangereuse parce que vous avez un feu croisé venant de deux directions et les deux narcissiques peuvent essayer de vous utiliser comme une arme. Un contre l'autre, Carl Jung a donné plusieurs recommandations pour survivre à cette situation. La première est de ne jamais prendre parti. Au moment où vous vous alliez avec l'un des narcissiques contre l'autre, vous devenez un outil de guerre, et quand cette guerre se termine, ou quand vous n'êtes plus utile, vous serez écarté. Le narcissique ne vous verra pas comme un allié loyal, il vous verra comme une ressource temporaire. Et les ressources temporaires sont jetées. De plus, le narcissique auquel vous vous êtes opposé ne l'oubliera jamais. Il deviendra votre ennemi permanent. Et les narcissiques sont extrêmement vengeurs. La deuxième recommandation est la distance physique et émotionnelle. Si vous pouvez vous éloigner de la situation, faites-le. N'essayez pas de faire la médiation. N'essayez pas de faire la paix. N'essayez pas d'arranger quoi que ce soit. Ce sont deux personnes qui ne veulent pas la paix. Elles veulent la victoire, et vous ne pouvez pas leur donner ce qu'elles veulent, sans vous détruire dans le processus. Si vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement, au moins, éloignez-vous émotionnellement. Observez le drama, sans participer. Répondez avec neutralité. Ne montrez pas d'émotions fortes qui pourraient être utilisées contre vous. La troisième recommandation est de protéger votre réputation activement. Quand deux narcissiques sont en guerre, les deux cherchent des alliés et les deux sont prêts à mentir, à distordre et à manipuler pour les obtenir. Ça veut dire qu'ils parleront probablement mal de vous dans votre dos. Ils essaieront de monter les autres contre vous. Ils créeront des narrations fausses sur vous. N'attendez pas que ça arrive. Restez connecté avec les personnes importantes de votre vie. Communiquez votre version des événements. Ne laissez pas
Les narcissiques, contrôlez la narration sur vous. La quatrième recommandation est de tout documenter. Quand des narcissiques sont impliqués, la réalité se distord constamment. Ce qu'ils ont dit hier, ils le nient aujourd'hui. Ce qu'ils ont promis aujourd'hui, ils l'oublient demain. Ce qu'ils ont fait a toujours été la faute de quelqu'un d'autre. Gardez les messages, gardez les emails. Gardez toutes les preuves dont vous pourriez avoir besoin, pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que les narcissiques sont maîtres dans la réécriture de l'histoire. Et sans preuve, votre parole contre la leur, vous perdrez toujours. La cinquième recommandation est de chercher un soutien externe. N'essayez pas de gérer cette situation seul. Parlez avec un thérapeute qui comprend les dynamiques narcissiques. Parlez avec des amis de confiance, en dehors du cercle des narcissiques. Parlez avec des membres de votre famille qui ne sont pas impliqués dans le drama. Vous avez besoin d'une perspective externe. Parce que quand vous êtes au milieu d'une guerre narcissique, il est très facile de perdre la notion de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Carl Jung a souligné que l'isolement est le plus grand danger quand on a affaire à des narcissiques. Et quand ils sont deux, le risque d'isolement se double. La sixième recommandation est de préparer votre sortie. Si vous êtes dans une situation où deux narcissiques ont du pouvoir sur vous, que ce soit au travail, dans la famille ou dans une relation, commencez à planifier comment sortir. Ça peut prendre du temps, ça peut nécessiter d'économiser de l'argent, de trouver un autre emploi, de trouver un autre endroit où vivre. Mais chaque jour qui passe sans un plan de sortie est un jour qui vous rapproche de la destruction. Les narcissiques ne s'améliorent pas. Les guerres narcissiques ne se résolvent pas pacifiquement. Et les victimes, prises au milieu, finissent toujours endommagées. Votre objectif n'est pas de gagner. Votre objectif est de vous échapper avec le moins de dommages possible. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose. Que très peu mentionnent. Que se passe-t-il qu'à l'intérieur de vous, quand vous êtes témoin d'une guerre entre narcissiques? Carl Jung a observé qu'être près de ce type de conflit a des effets psychologiques profonds. Même si vous n'êtes pas la cible directe des attaques, le simple fait d'être témoin de la guerre vous endommage. Le premier effet est l'hypervigilance constante. Votre système nerveux se maintient en alerte permanente. Toujours à attendre la prochaine attaque, toujours à essayer de prédire ce qui va se passer, toujours préparé pour le conflit. C'est épuisant. Et avec le temps, ça peut mener à de l'anxiété chronique, des problèmes de sommeil et un épuisement total. Le deuxième effet est la distorsion de la réalité. Quand vous êtes entouré de deux personnes qui constamment mentent, manipulent et distordent, vous commencez à douter de votre propre perception. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gaslighting. Mais Carl Jung l'a identifié il y a près d'un siècle. Vous commencez à vous demander si vous êtes fou, si vous exagérez, si réellement les choses sont aussi mauvaises qu'elles paraissent. Et ce doute sur ta propre réalité est profondément néfaste. Le troisième effet, c'est l'érosion des valeurs. Quand tu vois comment deux personnes sans éthique rivalisent pour savoir qui manipule le mieux, qui ment le plus, qui détruit le plus efficacement, quelque chose en toi peut commencer à remettre en question. Si les valeurs importent, pourquoi être honnête si les menteurs gagnent? Pourquoi être aimable si les cruels réussissent? Pourquoi avoir de l'intégrité si personne ne la valorise? Carl Jung avait prévenu que cette érosion des valeurs est l'un des dommages les plus sérieux que le narcissisme peut causer à ceux qui en sont proches.
Ça ne te transforme pas en narcissique, mais ça peut te rendre cynique, méfiant et désespéré. Le quatrième effet, c'est le trauma vicariant. Tu n'as pas besoin d'être une victime directe pour être traumatisé, être témoin d'abus, de manipulation et de cruauté. T'affecte, même si ce n'est pas dirigé vers toi. C'est particulièrement vrai pour les enfants qui grandissent avec des parents narcissiques. En guerre, ils ne sont pas attaqués directement, mais ils sont témoins de la guerre, chaque jour, et ce rôle de témoin laisse des cicatrices profondes. Mais calme-toi, parce que maintenant arrive la partie la plus importante de toute cette vidéo. Comment guérit-on après avoir été exposé à ça? Carl Jung croyait profondément en la capacité humaine de résilience, et il a laissé des indications claires sur comment guérir. Après des expériences avec des narcissiques, la première chose, c'est de reconnaître le dommage. Beaucoup de personnes minimisent ce qu'elles ont vécu. Ce n'était pas si grave que ça. D'autres ont vécu pire. J'exagère. Non. Si tu as été pris au piège entre deux narcissiques, tu as vécu quelque chose de réel et de néfaste. Le reconnaître, ce n'est pas de l'apitoiement, c'est l'honnêteté nécessaire pour guérir. La deuxième chose, c'est de récupérer ta perception de la réalité. Après avoir été exposé à une manipulation constante, tu as besoin de recalibrer ton détecteur de réalité. Cela se fait en parlant avec des personnes de confiance, en tenant un journal des événements et en travaillant avec un professionnel. Si c'est possible, ta perception n'est pas brisée. Elle a seulement été distordue temporairement et elle peut revenir à la normale avec un travail conscient. La troisième chose, c'est de reconstruire tes valeurs. Si l'exposition à des narcissiques t'a rendu cynique sur la bonté humaine, tu as besoin de te reconnecter, délibérément, avec des personnes bienveillantes. Tout le monde ne manipule pas, tout le monde ne ment pas, tout le monde n'est pas un prédateur. Carl Jung a souligné l'importance d'une communauté saine pour se remettre d'expériences toxiques. Tu ne peux pas guérir. Dans l'isolement, tu as besoin d'exemples vivants, d'humanité décente, de gens comme Sophie et Pierre. La quatrième chose, c'est de traiter les émotions en suspens. Rage, tristesse, peur, confusion. Toutes ces émotions s'accumulent quand tu es au milieu d'une guerre narcissique. Et si tu ne les traites pas, elles restent piégées dans ton corps et ton esprit. Carl Jung recommandait plusieurs formes de traitement. La thérapie, l'écriture expressive, l'expression artistique, le mouvement physique, les conversations profondes. Ce qui fonctionne pour toi, l'important, c'est de ne pas prétendre que tu ne ressens rien, parce que ce qui n'est pas traité se répète. La cinquième chose, c'est d'apprendre les leçons. Toute expérience difficile a quelque chose à t'enseigner. Dans le cas d'avoir été entre deux narcissiques, les leçons peuvent inclure comment détecter les signes précoces de narcissisme, comment établir des limites plus fermes, et comment éviter des situations similaires dans le futur. Carl Jung voyait la souffrance comme un maître, non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elle peut être transformée en sagesse si nous choisissons d'en tirer des leçons. Maintenant, je veux répondre à une question que tu as probablement. Deux narcissiques peuvent-ils avoir une relation stable, à long terme? La réponse de Carl Jung est complexe. Oui, techniquement. Ils peuvent rester ensemble pendant de nombreuses années, mais stable n'est pas le mot juste. Ce qu'ils ont, c'est un équilibre de terreur, comme deux pays avec des armes nucléaires qui ne s'attaquent pas, seulement parce qu'ils savent que la destruction serait mutuelle. Les deux savent de quoi l'autre est capable, les deux connaissent les faiblesses de l'autre, et les deux savent que si l'un attaque, l'autre contre-attaquera. Avec une égale férocité, cet équilibre peut durer
tant que les conditions externes se maintiennent, tant que les deux ont suffisamment d'approvisionnement narcissique provenant d'autres sources, tant qu'aucun ne se sent trop menacé. Mais dès que quelque chose change, l'équilibre se rompt. L'un perd son travail et a besoin de plus de validation à la maison. L'un vieillit et son attrait physique diminue. L'un réussit et l'autre se sent inférieur. Et alors, la guerre froide se transforme en guerre chaude. Carl Jung a observé que ces relations d'équilibre de terreur sont particulièrement toxiques pour ceux qui vivent à proximité. Les enfants, surtout, souffrent parce qu'ils vivent dans une tension constante, attendant que la bombe explose. Et la bombe finit toujours par exploser. Il y a une autre question importante. Un narcissique peut-il changer après une guerre avec un autre narcissique? Ici, la réponse est presque toujours non. Quand un narcissique perd une guerre contre un autre narcissique, il n'apprend pas l'humilité. Il ne devient pas empathique. Il ne développe pas de conscience de soi. Ce qu'il apprend, c'est à être un narcissique plus efficace. Il analyse où il a échoué, il identifie quelles tactiques n'ont pas fonctionné, et il se prépare pour que la prochaine fois, le résultat soit différent, non pas différent dans le sens de meilleure personne, mais différent dans le sens de meilleur manipulateur. Carl Jung a écrit que la souffrance ne transforme que celui qui a la capacité d'auto-réflexion, et le narcissique manque précisément de cette capacité. C'est pourquoi il peut souffrir à plusieurs reprises et ne jamais changer. Ce qui change, c'est son arsenal de tactiques, pas sa nature fondamentale. C'est pourquoi, si tu connais quelqu'un qui a eu de multiples relations ratées avec d'autres narcissiques, ne suppose pas qu'il a appris la leçon. Il est probablement juste devenu plus sophistiqué dans sa manipulation. Maintenant, une dernière réflexion sur quelque chose que Carl Jung considérait comme fondamental. Pourquoi les narcissiques existent-ils? Ce n'est pas une question facile, et Carl Jung a passé des années à essayer de la comprendre. Sa conclusion a été que le narcissisme est une blessure de développement qui n'a jamais guéri. À un moment donné de l'enfance, quelque chose s'est brisé. La connexion avec le soi véritable s'est perdue. Et ce qui est resté, c'est une coquille vide, essayant désespérément de combler un trou qui ne peut pas être comblé. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela l'explique. Le narcissique n'a pas choisi d'être narcissique. Personne ne choisit d'avoir une blessure si profonde qu'elle t'empêche de te connecter authentiquement avec d'autres êtres humains. Personne ne choisit de vivre derrière un masque parce que ton vrai visage te paraît inacceptable. Carl Jung ressentait quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour les narcissiques. Non pas une compassion naïve qui ignore les dommages qu'ils causent, mais une compassion informée qui comprend la tragédie de leurs conditions, parce que le narcissique souffre aussi d'une manière qu'il ne peut ni admettre ni comprendre. Mais il souffre. La différence, c'est que sa souffrance le transforme en quelqu'un qui cause de la souffrance aux autres. Et ce cycle ne peut pas être permis par compassion. On peut comprendre que le tigre a faim, et pourtant, choisir de ne pas se laisser dévorer. Alors, que faisons-nous de toutes ces connaissances? C'est la grande question. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, il est probable que vous ayez vécu une expérience avec des narcissiques, peut-être un seul, peut-être deux en guerre. Peut-être avez-vous été victime de leur triangulation, une manipulation insupportable.
ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci, c'est essentiel. Vous n'êtes pas fou ou folle. Ce que vous avez vécu était réel, et le fait que vous ayez pu le reconnaître comme toxique est la preuve que votre capacité à percevoir la réalité est toujours intacte. N'en doutez jamais, tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement, le monde regorge de personnes véritablement empathiques, honnêtes et capables d'amour véritable. Si votre expérience vous a fait douter de cela, vous devez absolument vous exposer à des exemples contraires. Recherchez activement les personnes bienveillantes. C'est vital. Vous pouvez vous reconstruire. Les dommages causés par les narcissiques sont réels, sérieux, mais ils ne sont pas permanents. Avec du temps, du travail et du soutien, vous pouvez guérir complètement. Beaucoup l'ont fait avant vous. Antoine, Camille, tant d'autres. Vous aussi, vous le pouvez. Croyez-y, la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Carl Jung l'a dit d'une manière plus élégante, mais l'idée est la même. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de gagner contre les narcissiques. Utilisez cette énergie pour construire une vie qui n'a pas besoin de leur approbation, de leur attention, ni de leur présence. Une vie autonome et épanouie. Et finalement, apprenez à les reconnaître tôt. Maintenant que vous savez comment ils fonctionnent, vous pouvez détecter les signaux bien plus tôt. Vous pouvez vous éloigner avant que les dommages ne soient trop importants, irréversibles. Vous pouvez vous protéger d'une manière qui n'était pas possible auparavant, une protection essentielle. Cette connaissance, c'est un pouvoir réel, un pouvoir absolu. Carl Jung a dédié sa vie à illuminer les recoins sombres de la psyché humaine. Non pas parce qu'il appréciait l'obscurité, mais parce qu'il croyait que seul ce qui est vu clairement peut être géré sagement, une sagesse profonde. Maintenant, vous pouvez voir clairement. Et avec cette vision, vient la capacité de choisir mieux que choisir avec qui vous vouliez, choisir quelle bataille vous menez, choisir quel type de vie vous construisez, une vie authentique. Ce choix est le vôtre. Utilisez-le bien. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose d'important, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur la psychologie des personnes toxiques, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce n'est que le commencement de ce que Carl Jung nous a enseigné sur l'ombre humaine. Une exploration fascinante. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.